Adi Chat, mes chers golfeurs, nouvelle vidéo, reprise, un petit peu reprise printanière, enfin. Enfin du ciel bleu, enfin du soleil, enfin des températures qui vont permettre le retour au golf sur les parcours, même si j'ai eu un hiver avec pas mal de fittings, des fittings toujours aussi intéressants, aussi uniques. Une ancienne joueuse professionnelle, la semaine dernière un basketteur de 2,08 m, basketteur professionnel. Il y aura peut-être une vidéo à suivre. Le petit Samuel de 13 ans que je salue et que j'encourage pour son Grand Prix de Bordeaux-Lac qui aura finalement lieu à la fin du mois de mars. Samuel, 13 ans, qui a joué -2. M'a dit sa maman il y a une semaine, je crois, au Médoc. Et Samuel que je suis depuis à peu près 4 ans, avec sa maman qui vient me voir chaque année pour discuter de ses clubs et de l'évolution de son sac. Donc oui, des fittings toujours aussi passionnants. Et aujourd'hui, ce qui m'a donné envie de démarrer cette vidéo par la thématique des lofts, c'est que j'ai eu beaucoup de fittings cet hiver avec des golfeurs de niveau, je dirais, intermédiaire, entre 10 et 20 d'index, seniors pour beaucoup, bien sûr, pour lesquels on fait à chaque fois le même constat. Constat que, au-delà du fer 7, Arnaud, je ne comprends pas, je n'arrive pas à taper mon fer 6, où j'ai du mal, et je parle même pas du fer 5 qui reste dans le sac, quoi, que je ne sors plus. Et aussi, et son pendant, à l'autre bout du sac, j'ai un énorme trou entre mon pitch et mon gap wedge, ou mon sand wedge. Bon, et tout ça, toutes ces problématiques ont un point commun, l'évolution des lofts, l'évolution historique des lofts. Alors, je le dis tout de suite, d'emblée, la vocation de cette vidéo n'est pas du tout critique à l'égard des marques, de dire que telle marque ou telle autre ont fermé les lofts. Bon, c'est un fait, mais c'est pas du tout le but de cette vidéo. Non, cette vidéo a pour vocation de vous dresser un état des lieux en 2024, de vous parler de mon expérience justement qui démarre en 2012, hein, donc ça fait 12 ans que je vois un petit peu l'évolution des lofts, des fers, on parle bien des fers ici, l'évolution des lofts des fers depuis 12 ans, et les conséquences que là on commence vraiment à voir, que je vois en tout cas, à nouveau, lors de nombreux fittings. Donc on va commencer par l'état des lieux, puis après je vais essayer de vous montrer, de vous dire les conséquences, et à nouveau il y en a plusieurs. Elles ne sont pas anodines, hein, puisqu'elles transforment un petit peu la façon dont on voit son sac de golf. Alors, cette histoire de loft et de fermeture des lofts sur les fers a démarré il y a déjà pas mal d'années, hein, bien avant que je commence mon métier de clubmaker. Je vais prendre les choses là où je les ai connues, justement, là où j'ai pu les identifier, les mesurer à l'atelier, donc en 2012. Mais si on démarre de 2024, et je me suis intéressé avant de faire cette vidéo, justement, je suis allé sur Google, tout simplement. J'ai fouillé les sites internet des fabricants, des grands fabricants de clubs de golf actuels, Ping, TaylorMade, Callaway, etc. Les marques avec lesquelles je travaille, Grindworks, Wishon, Vega, et pour faire un tableau tout simplement des lofts. Un tableau qui m'a permis d'aboutir à une sorte de moyenne. Alors je n'aime pas cette notion de moyenne, parce que vous allez voir en fait qu'aujourd'hui il y a vraiment deux niveaux qui se dégagent, qui crèvent les yeux finalement. Il y a le premier niveau des fers, il en reste encore un petit peu, les lames, et les cavity back que l'on sait destinés plutôt à des très bons joueurs ou des joueurs professionnels. Et dans cette catégorie, les lofts ont très peu évolué. On a toujours, une moyenne de fer 7 à 34 degrés, ce qu'on retrouve dans la plupart des sacs des pros du tour. 34 degrés de loft pour un fer 7. Donc ça c'est un niveau à part qui a très peu évolué depuis que je fais ce métier. À mon époque, oui, on avait peut-être des fer 7 à 35, voire 36, mais 34 c'est la norme, entre guillemets, depuis 10 ans. Avec un pitching wedge, si on raisonne toujours de 4 degrés en 4 degrés entre les fers, fer 7 à 34, pitch à 46, fer 4 à 22.
Voilà, ça c'est vraiment la série classique pour ce type de fer. En revanche, dès lors que l'on regarde le gros du marché, parce que les lames et les cavités pour très bons joueurs, c'est quand même un segment faible du marché du golf. Si on regarde ensuite le gros du marché, de ces clubs dits, et c'est là où ça devient un petit peu, en tout cas ça me laisse perplexe, des clubs dits faciles à jouer, tolérants, puissants, on va en reparler. Et là on constate effectivement des lofts qui ont beaucoup bougé dans le temps, avec une moyenne constatée aujourd'hui à 30 degrés pour le fer 7, une moyenne qui était à 32 degrés en 2018, ça je me base sur une étude que vous retrouverez sur Google, qui a été faite par un Américain en 2018 sur 59 modèles de fer, dit donc de fer Game Improvement, Cavity Back. On était à 32 en 2018, en 2012, toujours difficile de faire des moyennes, mais je pense qu'on était plutôt à 33, voire 34. Vous voyez, donc 4 degrés en 10 ans. Allez, on va schématiser. Autre question, pour laquelle je vais aussi clore le débat très vite, on me pose parfois la question, Arnaud, mais finalement, quel devrait être le loft normal d'un fer 7 ? Je n'ai pas de réponse à cette question. Puisqu'il n'y a pas de standard, il n'y en a jamais eu, il n'y en aura jamais de standard de loft sur le marché des fers. Donc les marques font ce qu'elles veulent. Donc on ne peut pas répondre à la question quel devrait être le loft d'un fer 7. Tout dépend du nombre de fers qu'on met dans son sac, tout dépend de l'étalonnage que l'on souhaite avoir, tout dépend du nombre de wedges que l'on met dans son sac, etc. Mais revenons-en au débat, en tout cas à ce fait qui est que oui, les lofts ont été fermés depuis 10 ans pour ces fers dits tolérants, faciles, puissants, etc. Ça, c'est l'état des lieux et il est franchement indiscutable. Alors, là où ça peut parfois aussi poser problème, c'est que de nombreux golfeurs n'ont pas conscience de ça, finalement. De nombreux golfeurs ne regardent pas ou ne posent pas la question lors des fittings des lofts de leur fer. Vous voyez ? Donc, ça, c'est quelque chose de très important. J'y reviendrai en conclusion, de regarder les lofts et de ne pas regarder aussi que le loft du fer 7 que l'on vous fait essayer lors d'un fitting et que je fais essayer. Il faut s'interroger sur les lofts et la progressivité des lofts sur toute la série, jusqu'au pitch et éventuellement jusqu'au fer 5, voire au fer 4. Donc ça c'est très important, de bien comprendre à nouveau ce que l'on a dans son sac. Puisque derrière, on va le voir, il y a des conséquences. Il y a des conséquences, alors je reviens à ce que je disais en introduction. La première conséquence, c'est effectivement de nombreux golfeurs qui ne peuvent plus, en 2024, optimiser, voire jouer, dans certains cas de figure, leur fer 6 et leur fer 5. Et la réponse est évidente. Leurs lofts sont trop fermés sur ces clubs. Ils n'ont pas assez de vitesse de club, ils n'ont pas assez d'angle d'attaque, ils n'ont pas assez de compression, ils n'ont pas assez de tous ces ingrédients qui font que, à partir d'un certain niveau de loft, il est très difficile d'optimiser les longs fers. Raison pour laquelle, historiquement on le sait, les fers 3 ont disparu, puis les fers 4 ont disparu, dans de nombreux cas de figure. Et je me souviens même d'un jour où Tom, il me l'avait prédit, Tom Wishon me l'avait prédit, il me dira Arnaud, tu verras, les fers 5 vont disparaître, on s'arrêtera au fer 6. Si les fabricants continuent cette logique de fermeture des lofts. Parce qu'à un moment donné, ils ne sont pas stupides, ils savent très bien que, passé un certain niveau, les golfeurs ne peuvent plus les taper. Donc voilà. Et derrière, autre conséquence de conséquence, puisque les golfeurs ne peuvent plus taper ces longs fers, on leur vend des hybrides. Alors moi je n'ai rien contre les hybrides, on le sait, les hybrides sont des clubs fantastiques, plus faciles à taper qu'un fer en principe, à loft équivalent, centre de gravité plus bas, sweet spot peut-être plus facile à toucher, des clubs plus faciles, tout le monde est d'accord pour le dire. Mais il y a quand même de nombreux golfeurs qui me le disent. Arnaud, je n'aime pas les hybrides, je ne me sens pas à l'aise avec, j'aimerais jouer un fer 6, j'aimerais jouer un fer 5. Pour ces golfeurs-là, c'est dommage, j'ai envie de dire, c'est dommage. Donc ça c'est une première conséquence importante. La deuxième, si on va à l'autre bout finalement du sac, les wedges. Nombreux golfeurs, je crois que je l'ai dit en introduction, je me répète, me disent Arnaud, je ne comprends pas. Je fais 100 mètres avec mon pitch et je me retrouve difficilement à 75, 80 avec mon gap wedge.
Et oui, la réponse se situe tout simplement dans les lofts. Avec des fer 7 qui sont désormais donc en moyenne à 30, et ça va jusqu'à 28. J'ai regardé le fer 7 le plus fermé du marché aujourd'hui à 28 voire 27 degrés de loft. On continue la progression. On se retrouve avec des pitching wedge qui font aujourd'hui en moyenne 42 degrés de loft. 42 degrés de loft. Derrière, le golfeur embraye avec un gap wedge de 52. 10 degrés de loft d'écart. Très souvent en plus, c'est pas les mêmes shafts, etc. Et voilà, on se retrouve avec des golfeurs qui ont un trou gigantesque entre leur pitch et leur gap wedge. Pour ceux qui ont la chance d'avoir un gap wedge. Des golfeurs qui ont un sand wedge de 56, donc ils passent de 42 à 56. Et derrière, qui me disent, Arnaud, mon prof cherche à me faire des demi-coups avec mon pitching wedge, des 3/4 de coups pour combler le gap, et je n'y arrive pas. Je préférerais avoir un club où je puisse swinger à plein potentiel et avoir mes 80-90 mètres. La réponse tient simplement dans les lofts, une fois qu'on les a mesurés, une fois qu'on explique aux golfeurs. Donc vous voyez, il y a déjà deux conséquences importantes. Et d'ailleurs, l'industrie, là aussi, a comblé au niveau des wedges ces écarts. Quand j'ai commencé mon métier en 2012, on avait des gap wedge, mais on a vite vu apparaître la notion de approach wedge, le A. Le A qui comble le trou, désormais, entre le pitch et le gap wedge. C'est un deuxième gap, si vous préférez. Donc voilà, ça, c'est deux conséquences les plus importantes, les plus visibles, puisque je les constate de plus en plus. Autre conséquence qui me vient en tête avant de l'oublier, ne pas oublier également que dans cette spirale de fermeture des lofts, et je reviens à ce que je disais, il ne s'agit pas d'accuser telle ou telle marque. Oui, à un moment donné, il y a une marque en particulier, je ne la citerai pas, qui a démarré cette histoire de fermeture des lofts. On peut l'imaginer pour vendre plus. Puis essayer ce fer 7, il va 5 mètres plus long que le précédent, que celui de l'année dernière. C'est normal, c'est une nouvelle technologie, banco. Sauf qu'ils oublient de dire que le nouveau fer 7 a 2 degrés de loft en moins que celui de l'année dernière. Donc oui, à un moment donné, il y a une, puis deux, puis trois, puis marques qui se sont lancées sur ce phénomène-là. Mais il faut comprendre qu'à un moment donné, la plupart des marques ont été obligées de suivre le mouvement quelque part. Sinon, ça devient intenable. Et c'est quand même un marché extrêmement concurrentiel où de nombreux golfeurs, lorsqu'ils essayent en fitting 2, 3 fer 7, vont quand même, en tout cas pour beaucoup de golfeurs, seront tentés d'aller vers le fer 7 qui génère le plus de distance. Donc on peut prendre les paris sur celui qui avait le loft le plus faible. Vous essayez un fer 7 à 28 degrés et l'autre qui est à 34, c'est sûr que 6 degrés de loft d'écart, en principe, et j'arrive à ce prochain point, en principe le golfeur va aller plus loin. Ce qu'on ne lui dit pas, c'est que par contre le fer 6 et le fer 5 vont être très durs à jouer. Mais je reviens à cette notion de en principe, parce que là où ça devient quand même plus intéressant, c'est que moi en fitting, je fais essayer assez souvent des fer 7, et c'est vrai qu'il en reste très peu par rapport à ce que je disais. Très peu de marques ont résisté à ce phénomène. Alors c'est la raison pour laquelle je vais vous parler d'Orca. Orca, marque avec laquelle je travaille, deux modèles ici. Le Forger RS10, plutôt orienté bon joueur, très bon joueur, et le CTI, semelle plus large, plus facile, game improvement quelque part. Bon, là on a deux fer 7 qui font respectivement 34 et 35 degrés de loft. Et les deux derniers fittings que j'ai fait, donc droitier-gaucher, gaucher pour ce modèle-là, la météo ne m'avait pas autorisé à brancher mon flight scope. J'ai pris mes bottes, je suis allé au fond du practice, enfin au fond, je me suis positionné environ aux 140 mètres, aux 150, dans la gadoue, et j'ai demandé au golfeur de me taper 10 balles avec son fer 7 à 28 degrés, je l'avais mesuré, un fer 7 récent, et 10 balles avec le Orca de 35 degrés de loft. 7 degrés quand même, d'écart. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu des balles qui tombaient à peu près à 2 mètres, au même niveau, et par contre, bien sûr, avec le fer 7 à 35 degrés de loft, des balles beaucoup plus hautes, plus de spin, qui donc portaient beaucoup mieux. Et ça, c'est quelque chose donc important de le signaler. Pour certains golfeurs, pas tous, mais certains, plus de loft, donc un fer 7 à 35, va générer autant, voire plus de distance que le même fer 7 à 28 degrés de loft.
Et au-delà de ça, là on parle de spin. Donc il y a la notion de spin brut, mais il y a aussi la notion de side spin qui est importante, qu'on évacue, qu'on oublie. Il ne nous a pas échappé que plus les lofts sont fermés, plus on met d'effets aux balles. C'est-à-dire vous aurez plus de facilité à faire un effet de draw, voire de hook, avec un fer 5 qu'avec un fer 8, parce que le loft est beaucoup plus fermé. On va donner des effets beaucoup plus prononcés lorsque le loft est plus fermé. Et donc ça aussi, ça se retrouve. Avec cette histoire de loft plus fermé, les golfeurs vont avoir des effets latéraux de side spin plus prononcés. C'est très facile de voir qu'avec un fer 7 à 35 degrés de loft, on génère moins d'effets de dispersion latérale, droite-gauche, qu'avec un fer 7 à 28 degrés. C'est mathématique, j'ai envie de dire. Vous voyez, donc ça aussi, c'est quand même une conséquence importante. Je crois que personne ne le dit, mais là, j'avais envie de le dire aujourd'hui. Il y a la distance, mais il y a aussi la dispersion, avec ce phénomène de loft. Donc, voilà des choses, voilà des conséquences à étudier, à observer, à comprendre. À nouveau, je ne cite personne, c'est pas du tout le but de cette démarche. Un loft est un chiffre, donc je l'entends souvent dire et je suis d'accord avec ça. Peu importe le loft, si le joueur arrive à le jouer, s'il a un étalonnage pertinent sur tous ses fers, il n'y a aucun problème, c'est pas tellement ça qu'il faut chercher. Mais ça peut devenir très problématique pour certains golfeurs. Et si on pousse le raisonnement, et je conclurai là-dessus, la chose qui me rend finalement le plus perplexe quand on regarde à nouveau ces deux niveaux finalement de loft, ces deux mondes désormais bien séparés. D'un côté, les fers pour bons joueurs, donc en principe qui ont de la vitesse de club, qui ont donc des fers avec des lofts qui n'ont pas évolué, très peu avec le temps, et de l'autre côté des golfeurs moins puissants, beaucoup moins puissants, à qui qui font donc plus d'erreurs de centrage de balle, à qui l'on propose des lofts plus fermés. Parce qu'on se dit, loft plus fermé, ils vont récupérer leur perte en distance. Et je viens de vous le dire, et je me répète, et tant pis, non seulement c'est pas toujours vrai, cette histoire de perte en distance, mais en plus, problématique sur les longs fers, problématique sur les tout petits fers, et problématique de side spin. Donc tout ça cumulé fait que quand même à un moment donné, j'espère, ça sera la conclusion, j'espère que quand même que l'industrie, à un moment donné, va s'arrêter dans cette spirale de fermeture des lofts sur les fers. Je me souviens d'une conversation avec Tom il y a quelques années. Je lui avais posé la question, j'avais dit mais Tom, ça va s'arrêter un jour chaque année je vois les lofts qui baissent. Il m'avait dit Arnaud, je ne peux pas te répondre mais je ne pense pas. Il m'avait dit je ne pense pas, ils vont continuer. Donc voilà, et il avait raison, puisque il m'a dit ça il y a 5 ou 6 ans. Et en 5-6 ans, ils ont continué effectivement de fermer les lofts, de leur faire, entre guillemets, facile à jouer, tolérant. Voilà, pour les golfeurs de niveau moyen. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur cette thématique. Si vous avez des questions, bien sûr, vraiment allez-y, n'hésitez pas. Ne soyons pas critiques à nouveau sur telle ou telle marque, tel ou tel modèle. Ce qui compte in fine, c'est le golfeur. C'est tout ce qui m'intéresse. Le golfeur, la golfeuse, sa capacité à pouvoir utiliser finalement chaque fer dans son sac, chaque outil dans son sac. Allez voir si ce golfeur préfère jouer des fers à des hybrides ou l'inverse. Allez voir ce qui se passe du côté des longs clubs, des petits clubs. Essayer de remettre de l'harmonie dans tout ça. Et in fine, voilà, pour que le sac du golfeur, tout simplement, devienne plus cohérent. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Là, c'est les beaux jours, vraiment, ça redémarre. Donc, j'ai prévu de faire très prochainement une vidéo, je crois, ce vendredi. Je vais à Gujan-Mestras, à la rencontre de Gérald, pour qui j'ai refait le sac, hein, finalement. C'était beaucoup de rétrofitting, du putter jusqu'au driver. Donc, Gérald, j'espère, aura beaucoup de choses à vous dire sur le fitting qu'on a fait ensemble, sur les changements qu'il a pu voir. J'irai à la rencontre aussi de Nicolas Joachimides. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, longtemps que j'ai pas joué avec lui. Ça sera à Angoulême à la fin du mois. Et puis, courant avril, j'espère aussi faire quelques déplacements
à la rencontre de certains golfeurs. Voilà. Merci pour votre écoute, attention, et à très bientôt pour une prochaine vidéo.